Mon téléphone vibrait sans cesse. 14h47. Encore un message de ma belle-mère. Je m'agrippais à la barre du lit d'hôpital tandis qu'une nouvelle contraction me transperçait. La péridurale ne faisait aucun effet sur la pression, la brûlure, l'irrésistible besoin de pousser. L'infirmière parlait de respiration. Mais je n'arrivais à me concentrer que sur ce téléphone qui vibrait sur la tablette, le nom de Patricia s'affichant pour la 6e fois en 20 minutes. « Madame Morgan, concentrez-vous », dit doucement l'infirmière en déplaçant le téléphone hors de mon champ de vision. « Votre bébé est presque là. » Mais je le savais, même à travers le brouillard du travail, l'épuisement, la douleur qui s'accumulait depuis 14 heures, je savais que quelque chose n'allait pas. Patricia n'envoyait jamais de SMS lors des moments importants, elle les appelait. Elle préférait les grands coups de fil, sa voix dégoulinant d'inquiétude, ce qui sonnait toujours comme une critique. Le fait qu'elle envoie des SMS sans cesse alors que je donnais littéralement naissance à sa petite fille me glaça le sang malgré la sueur qui ruisselait sur mon visage. J'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû demander à David de vérifier son téléphone quand il est allé chercher des glaçons. Mais j'étais tellement concentrée sur la rencontre avec Lily, sur le fait de tenir enfin dans mes bras le bébé dont je rêvais depuis 9 mois, que j'ai refoulé mon inquiétude et me suis concentrée sur ma respiration pendant la contraction suivante. 3 heures plus tard, lorsqu'ils ont placé ma fille dans mes bras pour la première fois, j'ai tout oublié. Lily Rose Morgan pesait 3,26 kg et avait une chevelure brune et abondante comme la mienne. Et quand elle a ouvert les yeux et m'a regardée, j'ai eu l'impression que le monde entier se réorganisait. David pleurait, m'embrassait le front, me disant à quel point j'étais formidable, à quel point elle était parfaite, qu'il n'arrivait pas à croire que nous étions parents. Pendant exactement 43 minutes, tout était parfait. Puis David a finalement regardé son téléphone. J'ai vu son visage se transformer. La joie l'a quitté en un instant. J'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Sa mère lui avait aussi envoyé des SMS. Apparemment, beaucoup. Ses mains se sont mises à trembler tandis qu'il faisait défiler l'écran, et quand il a levé les yeux vers moi, il y avait dans son regard quelque chose que je ne lui avais jamais vu. Ni vraiment de la peur, ni vraiment de la colère, plutôt de la résignation. « Je dois passer un coup de fil », a-t-il dit en reculant déjà vers la porte. « Je reviens tout de suite. »« David, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. Ma mère avait juste une question concernant la chambre de bébé. Je m'en occupe. » La chambre de bébé. Notre magnifique chambre, soigneusement préparée, pour laquelle nous avions passé des mois. Les murs vert sauge. Je les avais peints moi-même à 7 mois. Enceinte, debout sur un escabeau, David rôdait nerveusement en dessous. Le berceau blanc vintage que nous avions déniché lors d'une vente aux enchères et restauré avec amour. La bibliothèque sur mesure que le père de David avait fabriquée avant de mourir. Sa dernière création. Les draps en coton bio, le mobile fait main, le fauteuil à bascule qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. 8 000 $ de meubles, vêtements, fournitures, tout ce dont un bébé pouvait avoir besoin, rangé et prêt dans la 2e chambre de notre appartement à Cambridge. La chambre de bébé était devenue mon refuge pendant ma grossesse. L'endroit où je m'asseyais et imaginais notre vie avec Lily. Me berçant dans ce vieux fauteuil et parlant à mon ventre de tous les livres que nous aurions lus ensemble, de tous les souvenirs que nous créerions. Patricia avait détesté tout cela. Trop cher, avait-elle dit en voyant le berceau. À mon époque, les bébés dormaient dans les tiroirs des commodes et s'en sortaient très bien. Du coton bio, avait-elle raillé en voyant les draps. Quel gaspillage! Des draps ordinaires suffisaient amplement pour David. Une poussette à 300 $. Olivia, tu vas gâter cet enfant avant même sa naissance. C'est exactement le problème de ta génération. David trouvait toujours des excuses pour elle. Elle est juste vieille école. Ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle s'inquiète pour nos finances. Et j'avais appris à sourire, à hocher la tête et à ignorer le nœud dans mon estomac chaque fois que sa mère entrait chez nous et trouvait quelque chose de nouveau à critiquer. Mais elle ne s'était jamais vraiment mêlée de nos affaires auparavant. Elle se plaignait. Elle jugeait. Elle faisait des remarques passives-agressives. Mais elle ne touchait pas à nos affaires. Nous avions clairement établi cette limite après qu'elle ait réaménagé toute notre cuisine la semaine suivant notre mariage pour la rendre plus fonctionnelle. Interdiction de toucher à nos affaires sans permission. David est revenu 15 minutes plus tard. Son visage était pâle.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Ai-je demandé en ajustant Lily dans mes bras. Il s'est assis lourdement sur la chaise à côté de mon lit. Elle est allée à l'appartement aujourd'hui pour arroser tes plantes, a-t-elle dit. Et elle a remarqué que la chambre du bébé était, selon ses propres termes, excessivement luxueuse pour un nouveau-né. J'ai senti un frisson me parcourir. Qu'est-ce qu'elle a fait, David? Demanda-t-il. Elle a pris des décisions concernant les besoins réels de Lily et ce qu'elle pensait être du gaspillage d'argent. Quel genre de décision? Il ne pouvait pas me regarder. Elle a apporté des choses à une friperie pour nous aider. Comme les bébés coûtent cher et qu'il faut être pragmatique. La pièce pencha. Elle a pris des choses. Lesquelles? La plupart, en fait. Sa voix n'était qu'un murmure. Elle a gardé l'essentiel, quelques bodys, des couches, mais elle a dit que le berceau était inutilement sophistiqué, que la poussette coûtait une fortune et que tous ces articles en coton bio étaient du grand n'importe quoi. Elle a trouvé une super friperie à Newton qui lui a fait un prix vraiment correct. Elle a vendu la chambre de notre bébé. J'entendais ma voix au loin, plate et sans émotion, alors que j'étais en plein travail. Elle a tout vendu. Elle garde l'argent pour nous. Elle dit qu'elle nous le rendra une fois qu'on aura appris à mieux gérer notre argent. Elle essaie de nous aider à vivre à sa façon. Sors. Quoi? Sors de cette chambre immédiatement. Olivia, voyons. Ta mère a vendu la chambre de notre fille pendant que j'accouchais et tu la défends. Lily a commencé à s'agiter, sentant ma tension. Tu es vraiment en train de lui trouver des excuses. Je ne la défends pas. J'essaie juste de t'expliquer. Pars maintenant avant que j'appelle la sécurité. Il est parti. Et je suis restée assise là, sur ce lit d'hôpital, tenant ma fille toute neuve dans les bras, et j'ai tellement pleuré qu'une infirmière est venue vérifier si j'avais une urgence médicale. J'ai envoyé un texto à ma sœur Rebecca. Elle habitait à Providence, à environ 1 heure de route, et avait prévu de venir me voir le lendemain. Je lui ai demandé de venir tout de suite et de s'arrêter à Target en chemin. Je lui ai donné une liste, un berceau basique, des vêtements pour nouveau-né, des couches, des lingettes, du lait en poudre au cas où. Tout ce dont un bébé avait besoin pour survivre au premier jour, pendant que je réfléchissais à ce que je pouvais faire de mon mariage. Elle est arrivée 2 heures plus tard avec son mari Tom, leur SUV chargé de provisions et leur visage crispé par la fureur. Rebecca n'avait jamais aimé Patricia. Elle m'avait prévenu avant le mariage que la mère de David était une maniaque du contrôle narcissique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pensais qu'elle en faisait des tonnes. Je vais la tuer, dit Rebecca en installant le berceau portable d'une main tremblante. Je vais même aller jusqu'à Newton et commettre un crime. Fais la queue, marmonna Tom en montant une mini-table allongée. David revint vers 20 heures avec des fleurs et des excuses. Je le laissai prendre Lily dans ses bras parce que c'était aussi sa fille, mais je ne pouvais pas le regarder. J'ai parlé à ma mère, commença-t-il. Je lui ai dit qu'elle avait dépassé les bornes et elle dit qu'elle essayait de nous éviter une grosse erreur financière, qu'il faut économiser pour des choses importantes, pas gaspiller notre argent en symbole de réussite. Elle dit qu'elle nous rendra l'argent le moment venu, mais que pour l'instant, elle le garde sur un compte épargne à haut rendement pour l'avenir de Lily. Elle nous a volé 8 000 $ de biens. Ce n'est pas du vol si c'est de la famille. Fiche le camp. Il ouvrit la bouche pour protester, puis regarda. J'ai fermé les yeux et j'ai baissé la tête. Il est parti. J'ai quitté l'hôpital le lendemain après-midi, malgré les légères protestations du médecin. Je ne pouvais pas y rester une nuit de plus. Je ne supportais pas l'idée que David revienne avec d'autres excuses de Patricia. Rebecca et Tom nous ont ramenés à Cambridge. En entrant dans notre appartement, je me suis forcée à aller voir la chambre de bébé. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Patricia n'avait pas seulement pris les objets de valeur. Elle avait presque tout vidé. Le berceau avait disparu. La commode, la table à langer, le fauteuil à bascule, celui de mon arrière-arrière-grand-mère, la bibliothèque que le père de David avait construite de ses dernières mains. Elle avait laissé un parc au milieu de la pièce vide, le genre qu'on trouve à 40 $ chez Walmart, avec un mot dessus, écrit de sa main. C'est tout ce dont un bébé a vraiment besoin. Tu me remercieras quand tu ne seras plus criblé de dettes. Patricia. Je suis restée là, Lily dans les bras, à regarder cette pièce vide au mur vert sauge, et quelque chose en moi. Elle avait plié à plusieurs reprises et a fini par céder. Rebecca m'a trouvée 20 minutes plus tard,
toujours debout dans l'embrasure de la porte. Liv, elle a pris le fauteuil de mon arrière-grand-mère. Je sais, ma chérie. Le père de David a fabriqué cette étagère alors qu'il était mourant d'un cancer. Il a dit à David que c'était pour ses futurs petits-enfants. C'était l'une de ses dernières paroles. Rebecca m'a enlacée. Eh bien, on va la récupérer. Elle ne va pas me la rendre, Becca. Elle va garder l'argent pour l'avenir de Lily et s'en servir comme moyen de pression pour le restant de nos jours. Chaque décision que je prendrai en tant que mère, elle me la reprochera. Tu te souviens quand tu étais si irresponsable, que j'ai dû te sauver de toi-même. Ce n'est que le début. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai baissé les yeux vers Lily, qui dormait paisiblement dans mes bras, inconsciente de la guerre qui venait d'être déclarée le jour de son anniversaire. Je vais découvrir exactement ce qu'elle a vendu et où. Et ensuite, je déciderai si mon mariage mérite d'être sauvé. Tom s'est retourné. Cela s'est avéré étonnamment utile. Il travaillait dans l'informatique et possédait ce qu'il appelait des compétences très particulières en matière de traçage des traces numériques. En 2 heures, il avait trouvé les annonces de Patricia sur Facebook Marketplace, son activité sur le site de sa voisine et son annonce sur un site de dépôt-vente. Elle n'avait même pas utilisé de faux nom. Patricia Morgan Newton avait publié des annonces au cours des 6 dernières heures, pendant que j'étais en travail. Berceau blanc vintage, $800. Bibliothèque sur mesure, $1200. Drap et couverture de berceau en coton bio, prix varié. Poussette design. Plateau Fire, $100. Fauteuil à bascule ancien, $600. Tom a tout capturé d'écran. Les dates et heures, les prix, les photos qu'elle avait prises dans la chambre de notre bébé. Sa description du fauteuil à bascule m'a donné envie de vomir. Magnifique pièce vintage. Un héritage familial de ma belle-fille, mais elle n'en a plus l'utilité. Parfait pour une famille qui s'agrandit. Plus d'utilité. Comme si j'étais morte. Comme si Lily était morte. Comme si nous avions simplement cessé d'exister et qu'elle pouvait redistribuer nos affaires à des inconnus. La plupart sont déjà vendus, dit Tom à voix basse. Le berceau, la poussette, beaucoup de vêtements, mais le fauteuil à bascule et l'étagère sont encore en vente. Et j'ai trouvé la boutique de dépôt-vente qu'elle utilisait. Elle s'appelle Second Chance, sur la route 9. Je l'ai appelée. Une femme souriante a répondu et a confirmé que oui. Patricia Morgan avait apporté plusieurs articles de puériculture haut de gamme cet après-midi-là. Oui, certains avaient déjà été vendus. Non, je ne pouvais pas les récupérer à moins de les racheter à leurs propriétaires actuels au prix de revente majoré. Et les articles qui n'ont pas encore été vendus? Ai-je demandé. Eh bien, ils sont toujours là, mais ils appartiennent maintenant à Madame Morgan. Elle devrait autoriser tout retour. Je suis sa belle-fille. Ces articles ont été volés chez moi pendant que j'accouchais de sa petite fille. Silence. Oh mon Dieu. Oui. Laissez-moi parler à mon responsable. Pouvez-vous rappeler dans 1 heure? J'ai appelé David à la place. Il a répondu à la première sonnerie. Tu sais que ta mère mettait nos affaires en ligne? Ai-je demandé sans préambule. Quoi? Facebook Marketplace. Juste à côté. Des boutiques de dépôt-vente. Elle vendait la chambre de notre fille sur Internet. David, pendant que j'accouchais, elle prenait des photos dans notre appartement et rédigeait des descriptions expliquant que je n'avais plus besoin du fauteuil à bascule de mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne savais pas qu'elle le mettait en ligne. Elle a juste dit qu'elle avait apporté des choses à une boutique pour récupérer un peu d'argent. Elle a volé pour $8000 de biens et les vend sur Facebook. C'est un crime, David. C'est du vol pur et simple. C'est ma mère et Lily est ta fille. La fille qui est rentrée à la maison et a trouvé sa chambre vide parce que ta mère a décidé qu'elle savait mieux que nous ce dont notre enfant avait besoin. Il est resté silencieux un long moment. Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu ailles chez ta mère immédiatement et que tu récupères nos affaires. Tout. L'argent de ce qu'elle a déjà vendu et les objets qui sont encore en vente. Je veux que tu lui dises que si elle remet les pieds dans notre appartement sans permission, je porte plainte pour vol. Et je veux que tu choisisses si tu es son fils ou le père de Lily, parce que tu ne peux pas être les deux en même temps. Ce n'est pas juste.
Juste. Ta mère nous a volés pendant que j'accouchais. David, pendant que je hurlais de douleur, elle était chez nous avec la clé que tu lui avais donnée, en train de vendre les meubles de notre bébé à des inconnus. Et tu te soucies de ce qui est juste? Je vais lui parler. Non, tu récupéreras nos affaires. Il y a une différence. J'ai raccroché. Rebecca m'a préparé à dîner pendant que Tom s'occupait de Lily. Je n'arrivais pas à manger. Je repensais sans cesse à ce fauteuil à bascule, à ma grand-mère qui m'apprenait à allaiter dedans avec ma première nièce, à mon arrière-arrière-grand-mère qui berçait ses enfants il y a 100 ans, à tous les souvenirs que j'avais imaginé créer avec Lily dans ce fauteuil, et à un inconnu de Newton qui l'achète pour $600 parce que ma belle-mère a décidé que je n'en avais pas besoin. La responsable du dépôt-vente m'a rappelé. Madame Morgan, j'ai parlé à notre propriétaire. Vu les circonstances, nous sommes prêts à retirer les articles restants de la vente et à vous les restituer. Nous ne voulons en aucun cas être impliqués dans un vol. Merci. Je dois dire qu'en 20 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un apporter un meuble comme celui-ci en me disant qu'il appartenait à sa belle-fille qui n'en avait pas l'utilité. J'aurais dû poser plus de questions. Je suis désolée. Ce n'est pas de votre faute. Puis-je récupérer les articles demain? Bien sûr. Et Madame Morgan, la bibliothèque est absolument magnifique. Votre beau-père était un maître artisan. J'ai de nouveau pleuré après avoir raccroché. David est arrivé à minuit. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans. Il portait 2 grands cartons et la camionnette de sa mère était garée illégalement devant notre immeuble. J'ai pris ce que j'ai pu, a-t-il dit. Au cours des 20 minutes suivantes, il a apporté 7 cartons. Pas tout. Le berceau était parti chez une famille de Brooklyn. La poussette était à Wellesley. Des dizaines de vêtements, de couvertures et d'accessoires avaient été vendus à divers acheteurs dans l'est du Massachusetts, mais la bibliothèque était toujours là, ainsi que le fauteuil à bascule et environ $3000 d'articles invendus. Et l'argent? Ai-je demandé. Elle prétend l'avoir déjà placé sur un compte d'épargne à haut rendement au nom de Lily, et qu'elle ne pourra y accéder que lorsque Lily aura 18 ans. C'est un mensonge. Je le sais. Il s'est laissé tomber lourdement sur notre canapé, la tête entre les mains. Je sais que c'est un mensonge, Liv. Je ne suis pas stupide. Alors pourquoi la laisses-tu faire? Parce que c'est ma mère. Il a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Parce que je ne sais pas comment l'arrêter. Parce que j'ai passé toute ma vie à essayer de la rendre heureuse, à essayer d'être à la hauteur. Et rien de ce que je fais n'est jamais bien. Et maintenant, elle a fait ça, cette chose horrible. Et je sais que je devrais être furieux. Je sais je devrais couper les ponts. Mais c'est ma mère et je ne sais pas comment faire. Je me suis assise à côté de lui, Lily toujours dans les bras. David, est-ce que ta mère a fait quelque chose comme ça à Jennifer? Il s'est figé. Jennifer était son ex-femme. Leur mariage avait duré moins de 2 ans. On ne parlait pas beaucoup de Jennifer. Pourquoi tu me poses des questions sur Jennifer? Parce que je dois savoir si c'est un schéma récurrent. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis Jennifer était enceinte quand on a divorcé. Elle a perdu le bébé à 12 semaines. Ma mère lui a envoyé une carte avec écrit « Un mal pour un bien ». De toute façon, tu n'étais pas prête à être mère. Oh, mon Dieu! Et Mélissa, sa petite amie de fac, qui avait failli être sa fiancée. Ma mère lui a dit qu'elle n'était pas assez bien pour notre famille. Elle a énuméré tous ses défauts un par un pendant le dîner de Thanksgiving. Mélissa est partie et n'est jamais revenue. David, ta mère a détruit toutes tes relations. Je sais. Et maintenant, elle essaie de détruire la nôtre. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Il regarda Lily, endormie dans mes bras. Puis il me regarda. Je vais vous choisir, vous deux. J'aurais dû le faire il y a des heures. J'aurais dû le faire il y a des années, mais je le fais maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change les serrures demain. Ça veut dire que ma mère n'aura pas de clé. Qu'elle n'aura pas accès à la maison sans surveillance. Qu'elle n'aura pas son mot à dire sur notre fille. Ça veut dire que si elle ne respecte pas nos limites, elle n'a pas sa place dans nos vies. Elle va devenir folle. Je sais. Elle va m'en vouloir. Je sais. Et je vais lui dire que c'est ma décision, pas la tienne. Que je suis le père de Lily et ton mari, et que ça passe avant tout. Je voulais le croire,
Mais j'avais déjà entendu des promesses pareilles. Le lendemain matin, Pendant que David allait chercher l'étagère et le fauteuil à bascule chez Second Chance, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. j'ai fouillé dans ses anciens emails. Je me disais que je cherchais des preuves, des schémas, une sorte de preuve que je n'étais pas folle d'être aussi en colère. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Une conversation par email datant de 6 ans, du compte de Jennifer à celui de David. L'objet était « ta mère ». J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. L'email était long, détaillé et dévastateur. Jennifer y décrivait comment Patricia avait saboté leur mariage dès le premier jour. Comment elle lui avait dit qu'elle était trop carriériste pour être une bonne épouse. Comment elle avait réaménagé leur appartement à chaque fois qu'il la laissait seule. Comment elle ouvrait leurs courriers, commentait leurs finances, critiquait chacune de leurs décisions. Et puis, quand Jennifer est tombée enceinte, comment Patricia était devenue encore pire, lui disant qu'elle était trop jeune, trop égoïste, trop ambitieuse, qu'un bébé ruinerait sa vie, qu'elle devrait attendre d'être plus stable. Après sa fausse couche, la carte de Patricia avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais il n'y avait pas que la carte. Jennifer avait joint des captures d'écran de SMS que Patricia lui avait envoyées ensuite. C'est mieux ainsi. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Peut-être que la prochaine fois, tu seras mieux préparé. Le courriel de Jennifer se terminait par un avertissement. « David, je t'aime, mais je ne peux pas rivaliser avec ta mère. Elle passera toujours en premier. Tant que tu ne poseras pas de limites avec elle, tant que tu ne choisiras pas ta propre famille plutôt qu'elle, votre mariage ne sera jamais réussi. J'espère qu'un jour tu trouveras la force de lui tenir tête, mais je ne peux pas attendre ce jour. » David n'avait jamais répondu à ce courriel. Autant que je sache, il ne l'avait même pas accusé réception. J'ai continué à enquêter. Il y avait aussi des courriels de Mélissa, datant de 8 ans. Des histoires similaires. Patricia critiquait son apparence, ses études, ses origines familiales, se présentait à l'improviste chez eux, fouillait dans les affaires de Mélissa. Le dernier courriel était déchirant. Je pensais pouvoir le supporter. Je pensais que l'amour suffirait. Mais ta mère ne te laissera jamais aimer quelqu'un plus qu'elle. Et je mérite mieux que d'être la deuxième dans ma propre relation. Encore une fois, aucune réponse de David. Assise là, ma fille endormie, je relisais des années de preuves montrant que mon mari avait vu sa mère détruire ses relations sans rien faire. Il se contentait de trouver des excuses, d'essayer de maintenir la paix, et de choisir sa mère encore et encore, jusqu'à présent. Peut-être que lorsque David est revenu avec les meubles, je l'attendais. J'ai lu les emails de Jennifer, ai-je dit. Et ceux de Mélissa. Son visage s'est décomposé. Liv, savais-tu que ta mère a envoyé un SMS à Jennifer après la fausse couche? Elle lui a dit que c'était mieux ainsi. Je n'étais pas au courant pour les SMS. Je savais pour la carte. Et tu es resté en contact avec elle malgré tout. Tu continuais à lui présenter des femmes. Tu lui as même donné une clé de notre appartement. Je pensais que ce serait différent avec toi. Je pensais qu'elle irait mieux parce qu'on allait avoir un bébé. David, elle n'allait pas mieux. Elle empirait. Ça fait 9 mois que ça empire et tu trouves des excuses depuis tout ce temps. Je sais. Non, je ne crois pas. Parce que si tu savais vraiment, si tu comprenais vraiment qui est ta mère, tu m'aurais protégé d'elle. Tu aurais protégé Lily d'elle. Mais au lieu de ça, tu lui as donné une clé, un accès, le bénéfice du doute, et elle s'en est servie pour nous dépouiller pendant que j'accouchais. Il pleurait maintenant, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu le penses vraiment. Quand tu dis que tu nous choisis, je veux que tu le fasses vraiment. Pas juste pour aujourd'hui, pas juste parce que tu as honte, mais pour toujours. Je veux que tu ailles en thérapie et que tu comprennes pourquoi tu as laissé ta mère contrôler ta vie pendant 34 ans. Je veux que tu poses de vraies limites et que tu les fasses respecter. Et je veux que tu acceptes que si tu n'y arrives pas, je prends Lily et je pars. Il leva les yeux vers moi, le visage déchiré par les larmes. Tu partirais vraiment, David? Ta mère a volé le fauteuil à bascule de mon arrière-arrière-grand-mère et l'a vendu sur Facebook pendant que j'accouchais. Oui, je partirais vraiment. Je ferais n'importe quoi pour protéger notre fille et éviter qu'elle grandisse en pensant que ce genre de comportement est normal. D'accord. D'accord. Quoi? D'accord,
je le ferai. Thérapie, limite, tout ça. J'appellerai quelqu'un aujourd'hui. Et ta mère? Je vais chez elle tout de suite. Je vais lui dire que ce qu'elle a fait est impardonnable. Je vais lui dire qu'elle n'est plus la bienvenue dans nos vies tant qu'elle ne nous respectera pas en tant que parents. Et je vais lui dire que si elle recommence, je porte plainte et je demande une ordonnance restrictive. Elle va dire que je te monte contre elle. Alors je lui dirai que c'est moi qui me retourne contre elle. Que c'est moi qui prends cette décision. Il est parti. J'étais assis dans le fauteuil à bascule, celui-là même où mon arrière-grand-mère avait bercé ma grand-mère. Ma grand-mère avait bercé ma mère. Ma mère m'avait bercé, et maintenant, c'était mon tour de bercer Lilian. J'essayais de croire que cette fois serait différente. David fut absent pendant 3 heures. À son retour, il était complètement abattu. Comment a-t-elle réagi? Demandai-je. Elle me traita d'ingrat. Tu m'as monté contre elle, dit-elle. Je le regretterai quand tu me quitteras pour une autre. Et je compris trop tard qu'elle essayait seulement de m'aider. Je suis désolée. Ne le sois pas. Elle a aussi dit que Lily n'était pas vraiment sa petite fille, puisque je te choisissais toi. En gros, elle nous renie toutes les deux, ce qui, honnêtement, a simplifié les choses. Elle ne compte pas appeler demain avec des excuses. Je le sais. Et je lui ai dit que si elle le faisait, je ne répondrais pas à moins qu'elle ne soit prête à s'excuser sincèrement et à respecter nos limites. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai fixé du regard. Tu as bloqué le numéro de ta mère? Ma thérapeute dit que les relations conflictuelles ont besoin d'une séparation radicale pour guérir. J'ai appelé un thérapeute en rentrant chez moi. J'ai rendez-vous jeudi. David, j'ai lu le mail de Jennifer, dit-il doucement. Après que tu l'aies mentionné, je l'ai relu en entier, ainsi que celui de Mélissa. Et j'ai réalisé que j'ai fait ça toute ma vie d'adulte, laissant ma mère détruire tout ce qui était bon parce que j'avais trop peur de lui tenir tête. Je n'en peux plus. Liv, je ne peux plus la voir te faire du mal, à toi et à Lily, comme elle leur a fait du mal. Elle va te faire vivre un enfer. Elle me fait vivre un enfer depuis 34 ans. Au moins, maintenant, j'aurai une bonne raison de la tenir à l'écart. Patricia a essayé de venir à l'hôpital le jour où nous avons ramené Lily à la maison. Rebecca avait insisté pour nous conduire. Et en arrivant devant notre immeuble, la camionnette de Patricia était garée devant. « N'intervenez pas », a dit Rebecca. « Tom et moi, on s'en occupe. » Mais David est sorti de la voiture. Je l'observais par la fenêtre tandis qu'il s'approchait de sa mère, qui pleurait déjà et tendait déjà les mains vers lui, ses ongles parfaitement manucurés. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais j'ai vu son visage passer de la tristesse à la colère, puis à l'incrédulité. Elle a essayé de le bousculer pour entrer dans notre immeuble. Il l'en a empêché. Tom est sorti pour le soutenir. Ensemble, ils se sont interposés entre Patricia et la porte pendant que Rebecca nous aidait, Lily et moi, à entrer. Les cris ont commencé lorsque nous sommes arrivés à l'ascenseur. J'entendais Patricia hurler à travers les portes vitrées. « Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma petite fille. J'ai des droits. J'appelle mon avocat. Vous allez le regretter. » Elle a l'air complètement folle, a dit Rebecca pendant que nous montions. Elle perd le contrôle. J'ai répondu que c'était la même chose pour elle. Patricia a appelé 67 fois cette première semaine. David n'a pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant d'excuses larmoyantes à des accusations vicieuses, en passant par des menaces de poursuites judiciaires. David les a tous conservés sur les conseils de son thérapeute. Elle s'est présentée à notre immeuble 2 fois de plus. La deuxième fois, la sécurité de l'immeuble a appelé la police. Nous n'avons pas porté plainte, mais l'agent lui a donné un avertissement formel pour intrusion. Si elle revenait, elle serait arrêtée. Elle a changé de tactique. Elle a commencé à appeler le bureau de David, disant à ses collègues que je l'empêchais de voir sa mère. Elle appelait aussi mon bureau, laissant des messages à mon assistante pour me dire à quel point j'étais une mauvaise belle-fille. Elle a publié sur Facebook des messages sur l'aliénation parentale et les droits des grands-parents, mais David est resté inflexible. Chaque fois que je fléchissais, il me rappelait. À chaque fois que je me sentais coupable, elle a vendu la chambre de notre fille pendant que tu étais en travail. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui mérite d'avoir accès à notre famille. Son frère a appelé le frère cadet de David, Marcus, qui vivait en Californie et parlait à Patricia peut-être 3 fois par an. « Mec, qu'est-ce que t'as fait à maman ?
Elle m'appelle en pleurs à propos des droits des grands-parents. David lui raconta tout. Chaque détail des agissements de Patricia, chaque limite qu'elle avait franchie, chaque relation qu'elle avait brisée. Un long silence suivit. Puis Marcus dit « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne voulais pas savoir. Moi non plus. » Pour la petite histoire, elle a fait la même chose à Jenna et moi. Quand on s'est fiancés, elle a dit à Jenna qu'elle ne ferait jamais partie de la famille parce qu'elle n'était pas catholique. On a préféré déménager à 3000 mètres plutôt que d'affronter la situation. Maintenant, je m'en occupe. Tant mieux pour toi. Franchement, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Lily a maintenant 3 mois. Sa chambre est de nouveau prête, réaménagée avec de nouveaux meubles et les morceaux qu'on a réussi à récupérer. La bibliothèque est contre un mur, le dernier cadeau du père de David à sa petite fille. Le fauteuil à bascule est près de la fenêtre où je m'assieds avec Lily tous les soirs avant de dormir. Patricia a envoyé une lettre recommandée la semaine dernière. Son avocat y réclamait un droit de visite et menaçait de porter plainte pour obtenir un droit de visite. L'avocat de David a répondu en expliquant que dans le Massachusetts, les droits des grands-parents sont limités au cas où les parents sont divorcés, décédés ou jugés inaptes. Comme nous sommes mariés et que nous élevons activement notre fille, Patricia n'a aucun recours légal. Elle réessayera. J'en suis sûre. Les gens comme Patricia n'abandonnent pas facilement. Mais David va en thérapie 2 fois par semaine maintenant. Nous suivons une thérapie de couple 1 fois par semaine. Il lit des livres sur les familles dysfonctionnelles et les parents narcissiques, et sur l'importance de fixer des limites saines. Il fait des efforts. Hier soir, alors que je berçais Lily dans le fauteuil de mon arrière-grand-mère, David est venu s'asseoir par terre à côté de nous. « Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. De ne pas t'avoir protégée plus tôt, d'avoir trouvé des excuses pour elle, de n'avoir rien vu venir avant qu'elle ne commette l'irréparable. Je sais que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Tu ne peux pas. Mais tu peux faire mieux à l'avenir. Pour Lily, pour nous. » Il a pris la petite main de Lily. « Elle te ressemble. Elle a ton menton. Que Dieu la protège. » Nous sommes restés assis là, dans la pénombre de la chambre d'enfant. La pièce que Patricia avait tenté de détruire était désormais plus forte qu'avant. Pas parfaite. Plus comme avant, mais la nôtre. Parfois, je repense à cette histoire où David aurait choisi sa mère. Où je suis aujourd'hui une mère célibataire, en coparentalité avec un homme qui laisse sa mère contrôler la vie de notre fille. Où Lily grandit en voyant son père excuser la cruauté de sa grand-mère. Elle apprend que l'amour implique d'accepter des comportements inacceptables. Mais ce n'est pas notre histoire. La nôtre est plus complexe, plus difficile, mais au final, il s'agit de choisir la famille que nous avons créée plutôt que celle d'où nous venons. C'est l'histoire de David qui a enfin trouvé sa force de caractère à 34 ans, car sa fille méritait un père protecteur. C'est l'histoire de moi qui ai enfin posé des limites que j'aurais dû fixer il y a des années, car ma fille méritait de voir sa mère s'affirmer. Patricia raconte sans doute que je lui ai volé son fils, que je suis autoritaire et manipulatrice, et que je l'ai monté contre elle. Elle y croit probablement, au fond d'elle. Les gens comme Patricia se posent toujours en victime. Mais je dors sur mes 2 oreilles en sachant que ma fille ne se demandera jamais si elle est à la hauteur. Elle n'aura jamais une grand-mère qui vend ses affaires sans permission, qui critique ses parents, qui considère l'amour comme une transaction à condition. Elle grandira dans un foyer où les limites sont respectées, où non, c'est non, et où la famille n'a pas le droit de blesser simplement parce qu'on est de la famille. Et si cela fait de moi la méchante dans l'histoire de Patricia, j'assumerai ce rôle avec fierté, car dans l'histoire de ma fille, je suis la mère qui l'a protégée, et c'est la seule histoire qui compte.